Les essais libres 1 et 2 se sont terminés à Bakou, en Azerbaïdjan, et nous avons vu une excellente Ferrari en première et deuxième position, ainsi qu'Hamilton en première position. Ce qui devrait nous surprendre un peu dans le sens où nous avons vu un Hamilton en difficulté jusqu'à présent. Et maintenant, ici, à Bakou, il semble retrouver un peu la bonne direction. Il l'a dit lui-même dans les déclarations d'hier jeudi, il vise le podium ici à Bakou, en voyant aussi les simulations qu'il a faites chez Ferrari. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser les essais libres, nous allons voir d'où vient cette si bonne performance de Ferrari, et si c'est quelque chose qui restera seulement le vendredi, ou si cela évoluera aussi au cours du week-end, et si nous verrons une Ferrari qui peut se battre pour le podium, et peut-être même pour la victoire. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1, sur le thème de Ferrari. Laissez un like si vous aimez les vidéos et pour me soutenir dans le travail que je fais. Cela dit, allons voir tout de suite les temps. Première et deuxième position. Premier Hamilton, deuxième Leclerc dans les essais libres 2. Et si nous regardons aussi le classement, nous voyons Hamilton en première position avec un 41,293. Un excellent temps. Considérons aussi le fait que cette année, on utilise des pneus plus tendres. Donc oui, ils ont beaucoup amélioré par rapport à l'année dernière. Mais l'année dernière, ils utilisaient des pneus plus durs. Cette année, le soft est le C6. Donc le soft C6, le médium est le C5 et le hard est le C4. Deuxième Leclerc à 74 millièmes de Leclerc. D'ailleurs, à un certain moment, Leclerc avait fait le temps avec le pneu soft. Hamilton était arrivé 2 derrière à 2 dixièmes avec le pneu médium. Et cela parce que justement la différence, l'écart entre les deux pneus est de quelques dixièmes, 2 dixièmes entre soft et médium. Troisième Russell qui n'était pas très bien jeudi, il était un peu fatigué aussi, il devait prendre un peu de paracétamol pour se remettre. Et nous avons cependant Antonelli, là, tout près en 4e position, collé à Russell. C'est fondamental vu la période que traverse aussi Kimi, pas très bonne, disons en termes de résultats. Puis Berman, 5e, 6e Verstappen, à 6 dixièmes des Ferrari. C'est à noter parce que le vainqueur de la dernière course, celui qui devait être celui qui ramenait la Red Bull devant, eh bien en ce moment, il a un peu plus de mal que d'habitude. Il faut aussi dire qu'à Bakou, il a toujours eu un peu plus de mal, même par rapport par exemple à Pérez. Ce n'est pas une de ses pistes préférées, contrairement à Leclerc qui aime cette piste. Par exemple, 7e Lawson, 8e Khan, 9e Albon. Mais la vraie nouvelle du jour est 10e Norris et 12e Piastri. Et pourquoi les McLaren sont-elles si en arrière? Eh bien, ce n'est pas quelque chose de fortuit, parce que les McLaren ont levé le pied toujours dans le dernier secteur avant d'améliorer leur temps. Ils se sont cachés, Norris et Piastri, et ont aussi commis plusieurs erreurs. Allons voir ensemble d'abord l'erreur de Norris. Veux-tu la montrer? Parce que c'est une erreur naïve, les gars. Tu vas endommager la suspension arrière à un moment où tu ne dois pas te permettre de commettre une telle erreur. Allons voir ensemble. Il reste 30 minutes avant la fin des essais libres 2 et Norris va commettre cette erreur. Regardez ici, il va en sortie de virage perdre l'arrière avec le pneu soft et toucher le mur. Et ici, il va toucher le mur de manière lourde, endommageant ainsi aussi les bras de suspension. Pourquoi est-ce une erreur grave? C'est une erreur grave parce que tu vas ruiner toute la session. Tu ne peux pas continuer. Il reste 30 minutes avant la fin. C'est un essai libre qui est fondamental, les essais libres 2. Il y a justement les bonnes conditions pour la course et donc tu vas ruiner en fait ton week-end en faisant cette erreur ici. Au contraire, ton coéquipier a commis de petites erreurs, des blocages, il a même frôlé le mur, mais il n'a pas abîmé la monoplace, il n'a pas endommagé la voiture et donc ne t'a pas obligé ensuite à la réparer et à perdre du temps. Voilà, Piastri ne l'a pas fait, Norris oui. C'est le signe aussi de la raison pour laquelle on voit un Piastri plus fort. Même dans la lutte pour le championnat, il fait moins d'erreurs dans les moments les plus importants. Norris, en revanche, même si ce week-end il semblait avoir plus de rythme par rapport à Piastri, a commis cette erreur ici qui va influencer ensuite le cours du week-end. Cela dit, on a beaucoup parlé aussi de la différence entre le pneu soft, le pneu médium. Faisons un petit récapitulatif et clarifions cette situation ici. Alors, ensuite, nous irons voir aussi la télémétrie pour analyser en détail tout cela. Eh bien, alors, en ce qui concerne le pneu soft et le pneu médium, nous voyons que par exemple Leclerc, ici nous l'avons cadré avec le pneu soft, allait très fort à l'entrée, tandis qu'il avait plus de mal à la sortie. Hamilton avec le pneu médium allait plus fort à la sortie et avait un peu plus de mal à l'entrée. Pourquoi? Parce que Bakou est un circuit Rear Limited, donc les pneus arrière s'usent beaucoup, mais plus que l'usure, parlons de surchauffe, donc la température de l'arrière augmente beaucoup. Cela signifie que l'arrière glisse beaucoup. Combien de glissements avons-nous vu dans ces deux sessions? Énormément.
beaucoup. Beaucoup qui frôlent le mur à la sortie parce que l'arrière glisse beaucoup. En montant des pneus plus tendres par rapport à l'année dernière, parce que, je le répète, Pirelli a apporté ici les pneus C4, C5, C6 par rapport à l'année dernière, des pneus plus tendres en fait. Le C6, qui est le pneu soft, n'est pas fait pour Bakou, c'est un pneu trop tendre pour cette piste. C'est une piste qui ne te permet pas de faire tout le tour en poussant au maximum à la sortie de virage. Tu dois essayer de doser, 1. L'accélérateur à la sortie de manière à ne pas surchauffer les pneus, donc ne pas faire glisser l'arrière et avoir le pneu pour tout le tour, pour tous les 3 secteurs que je vous fais revoir ici. On le voit sur la carte ici à côté. Je me mets de l'autre côté et on voit clairement que, 1. Ce sont tous des virages à 90 degrés dans le premier secteur. Et puis, il y a beaucoup de virages guidés dans le deuxième secteur où il faut avoir un arrière qui ne glisse pas trop, mais aussi dans cette section ici où nous avons vu quelques erreurs, en particulier ici à la sortie. Et attention, il faut avoir l'arrière qui ne glisse pas trop. Sinon, tu vas vraiment toucher le mur sérieusement et peut-être endommager la monoplace ou compromettre aussi la session comme cela s'est passé avec Norris. Donc cela pour dire que la différence entre Leclerc et Hamilton est qu'Hamilton a un style de conduite plus propre par rapport à Leclerc. Leclerc est plus similaire à Max sur ce point. Il veut une voiture survireuse, entre avec agressivité, avec des freinages agressifs, amène le frein dans le virage, et l'arrière, il le gère ensuite à la sortie. Dans ces scénarios où il faut avoir un pneu qui ne surchauffe pas trop à la sortie, conduire en survireur et stresse beaucoup le pneu. Au contraire, Hamilton qui conduit beaucoup et conduit en survireur, mais de manière plus propre par rapport à Leclerc, ne stresse pas autant le pneu. En fait, nous avons vu Hamilton avoir plus de difficultés au freinage, si l'on veut, par rapport à la difficulté à la sortie. Ici, par exemple, je montre ici un tout droit d'Hamilton. Ici, nous sommes dans la partie finale du circuit. Nous voyons qu'ici, il arrive long et ce virage dont je vous parlais avant. Et ici, il a du mal avec le pneu soft. Il n'a pas réussi à bien trouver le point de corde et puis il est allé tout droit. Il a bloqué les pneus avant. Donc la meilleure configuration pour Bakou serait d'avoir les pneus avant soft et les pneus arrière médium. Ainsi, il parvient à gérer l'arrière et à l'avant, tu as plus de grip avec le pneu soft parce qu'inévitablement, évidemment, à l'avant, tu as un pneu plus tendre. Tu as plus de grip à l'avant, tu parviens à freiner plus loin. Mais l'arrière en souffre. Donc ce discours pour dire attention les gars, parce que demain avec les qualifications, nous pourrions voir aussi quelqu'un qui fait le temps avec le pneu médium. Et nous ne devons pas nous étonner parce que le médium équivaut au pneu C5. Donc c'est un pneu quand même très tendre. Et nous verrons si ce sera justement Ferrari à différencier peut-être le pneu, choisir un pneu plus dur pour les qualifications ou non. Je m'attends à ce que, par exemple, McLaren qui a beaucoup de grip à l'arrière choisisse le soft derrière. Mais nous avons vu quand même quelques erreurs ici et là de ces pilotes, donc peut-être pourrait-il aussi oser le médium. Cela dit, allons d'abord voir la télémétrie, donc la différence sur le tour sec, et puis aussi sur le rythme de course, et je montre la configuration de l'aileron arrière de Ferrari, parce que nous avons vu 2 choix avec l'aileron arrière ajusté, on peut dire, et coupé, découpé là où il y a le logo d'IBM derrière. Vous voyez qu'il a été coupé de 2 manières selon les flux aérodynamiques qui proviennent de la zone du capot moteur, et vous voyez que l'air est dirigé de manière différente. Ils ont utilisé 2 spécifications différentes, Leclerc et Hamilton. Hamilton a également essayé 2 choix différents et donc nous voyons ici la différence entre les 2 choix de l'aileron. Nous verrons quel sera le choix définitif de Ferrari. Toujours est-il qu'ils différencient beaucoup chez Ferrari. Ils ont différencié et le choix des pneus, la stratégie sur comment faire le temps. Ils ont fait un peu de temps Hamilton avec le pneu médium, Leclerc avec le pneu soft. Ils ont alterné les pneus et puis aussi le choix de l'aileron arrière. Je vous montre aussi, juste par devoir de chronique, ici dans le FP1 quand Hamilton rentre au stand à cause d'une crevaison à l'avant gauche suite à un contact. Mais rien de grave, rien qui n'a endommagé la suspension comme l'a fait Norris, mais il a seulement touché avec le pneu avant gauche. Ici, je vous montre aussi. Voici le moment où Hamilton est allé toucher le mur. Voyons si nous pouvons les voir ensemble. À ce moment ici, nous voyons ici Hamilton à bord. Ici, nous sommes dans le secteur central, nous voyons qu'il arrive ici. Peut-être est-ce encore le premier secteur, d'ailleurs. Oui. Et on avance. Ce virage ici va toucher le mur. Ici, on voit clairement le contact avec la barrière et sur la partie gauche. Cela dit, allons voir la télémétrie rapidement pour faire une comparaison. Ce sont les batailles en F1 dans les différents secteurs pour montrer la domination. On peut dire combien les différentes équipes ont dominé dans les différents points de la piste. Nous voyons que Ferrari va très fort dans la partie finale aussi grâce à la gestion des pneus. Partie centrale de McLaren, et nous voyons aussi la partie de McLaren qui se divise entre Norris et Piastri.
tandis que pour Ferrari, c'est pris comme temps de référence Leclerc. Partie guidée, les gars, McLaren, il n'y a pas, elle reste la plus forte, la voiture la plus agile. Cependant, Ferrari s'est très bien comporté en traction et aussi à l'entrée des virages. Dans les différents freinages, Ferrari allait vraiment fort. De plus, en termes de vitesse de pointe, Ferrari est là. Je vais aussi montrer une autre configuration sur l'aileron arrière. Voici toutes celles utilisées par Ferrari. À gauche, nous avons l'aile la moins chargée. À droite, nous avons l'aile la plus chargée. Voyons ici l'aile utilisée à bas coût par Ferrari, qu'ils ont ensuite modifié en ajustant justement le volet supérieur en fonction des flux aérodynamiques, comme nous l'avons vu auparavant, et je montre. Voyons ici, un instant, je voulais vérifier un instant tout ce que je devais vous montrer. Vitesse de pointe ici des différentes équipes. On voit que Ferrari n'est même pas parmi celles qui ont la vitesse la plus élevée. Au contraire, nous avons Racing Bulls et Tsunoda qui est une voiture très déchargée lors des FP1. McLaren, aussi étonnamment, est là devant dans le haut du classement en termes de vitesse de pointe. Ferrari dans la moyenne, on peut dire. L'aspiration compte beaucoup aussi, donc attention au temps que nous avons vu dans le classement, car l'aspiration a certainement aussi influencé le temps final. Voyons l'écart aussi avec la télémétrie, avant le tour rapide, et puis aussi le rythme sur le pas de course, en faisant les différences entre les différentes équipes. Ici, nous avons Norris, Piastri, Leclerc, Norris en orange, Piastri en blanc, Leclerc en rouge. Et je veux montrer comment dans le secteur central, la McLaren va vraiment fort. Fait beaucoup de différence. Surtout dans les essais libres 1, elle est allée très fort. Dans les essais libres 2, elle a récupéré. Mais attention à ne pas sous-estimer la McLaren, qui reste un point de référence en ce moment. La Ferrari va très fort dans le dernier secteur, grâce aussi à la longue ligne droite et aussi à la gestion des pneus, car elle ne surchauffe pas trop les pneus, donc c'est un point en faveur. Et Ferrari va très fort aussi au freinage, et dans les différents freinages, Leclerc parvient à apporter beaucoup de vitesse à l'entrée. Donc beaucoup de choses, et attention à ne pas sous-estimer la McLaren, c'est fondamental, car nous n'avons pas vu le potentiel maximum de l'équipe de Woking. Voici les temps dans l'FP1 potentiel, donc avec tour propre, avec les meilleurs secteurs, combien les différentes équipes pouvaient améliorer. On voit que McLaren est plus ou moins à la limite. Ferrari avec Leclerc pouvait améliorer de 2 dixièmes et Hamilton était en arrière. Mais aussi parce que dans l'FP1, il a eu une session plus difficile à cause aussi du contact avec le mur, comme nous l'avons vu auparavant. Alors, je veux aussi montrer maintenant les temps autour. Ainsi, nous allons faire une analyse de M, des différents, et du pas de course de Ferrari. Mais d'abord, nous allons aussi voir les différents teams radios qui disent un peu de modifier pour Leclerc, qui a fait le pas de course avec des pneus tendres, aller faire du lift and coast pour les freins. Donc il y a toujours la gestion des freins, la gestion de la température des freins sur une piste comme Bakou se fait sentir, surtout dans le premier secteur avec beaucoup de freinage, avec des virages à 90 degrés. Attention à l'équilibre des freins, attention au lift and coast pour les freins. Pendant ce temps, Hamilton a été assez sûr de sa simulation, il n'a pas beaucoup parlé avec Riccardo Adami, donc il l'a trouvé plus serein, on peut dire ainsi. Voyons ici les temps de la simulation, rythme de course, et voyons que la différence entre Leclerc et Hamilton, que nous voyons dans la partie centrale, est qu'Hamilton a fait beaucoup de tours avec les pneus médiums. Leclerc a fait tous les tours avec des pneus tendres, évidemment en s'arrêtant, et en modifiant aussi la charge et l'essence, et en faisant aussi plusieurs tours avec des pneus usés. On voit qu'ils ont fait beaucoup de simulations de qualification. Le relais course, Hamilton l'a fait à la fin en tournant en 46.4, 46.2, 46.2, mais seulement 3 tours au total. Et aussi, Leclerc a fait 46.1, 46.3, 46.1, signe que la différence entre les deux pilotes Ferrari en ce moment est vraiment minime. Ils sont au même niveau Leclerc et Hamilton. Et c'est quelque chose que nous ne voyons pas depuis longtemps. Depuis le début de la saison, on peut dire qu'un Hamilton aussi fort sur les temps Leclerc, sur une piste où Leclerc a conquis 4 pôles d'affilée, 4 pôles positions d'affilée, c'est beaucoup les gars, nous avons un Hamilton très fort, grâce aussi selon moi non seulement à la motivation qui influe, à la volonté de ramener le podium dans cette course qui est fondamentale pour Ferrari, mais aussi une motivation technique. En effet, Hamilton parvient à mieux gérer que Leclerc l'arrière sur les pistes à limite réelle, et c'est quelque chose à ne pas sous-estimer, et c'est un facteur qui a également influencé ses essais libres, nous l'avons vu. En plus de cela, évidemment, Hamilton se motive et quand il voit qu'il va fort, il parvient à donner le meilleur de lui-même. Au contraire, des pilotes comme peut-être Piastri, Verstappen parviennent à être plus lucides même lorsque les situations ne vont pas bien et parviennent à ramener le meilleur résultat. Hamilton se laisse facilement influencer par le résultat, c'est pourquoi nous avons vu un Hamilton démotivé avant la pause estivale.
Ça arrive, il est comme ça, et j'aime beaucoup Hamilton pour ça. C'est-à-dire, c'est quand même un pilote qui t'enthousiasme quand il va vite, qui te motive toi aussi quand tu le regardes. Leclerc est un peu comme Hamilton à cet égard. Quand les choses vont bien, lui aussi s'exalte. Quand les choses vont mal, il est un peu défaitiste, si on veut. Mais Hamilton est très comme ça, très comme ça. Cela dit, voyons aussi une différence substantielle sur les temps entre Verstappen, Norris et Leclerc dans les FP1 sur le tour de qualification. D'ailleurs, ils ont fait dans les FP1 un temps beaucoup plus élevé par rapport aux FP2 qui ont largement abaissé les temps. Si on regarde la différence entre Ferrari, McLaren et Red Bull, on voit que la Red Bull a beaucoup de mal dans la partie centrale et où elle perd beaucoup. La Red Bull, qui souffre de ce sous-virage chronique, a du mal à affronter les vibreurs, tandis qu'au contraire la Ferrari a un peu plus de mal dans la partie centrale, mais pas autant que Red Bull. Et dans le premier secteur, elle va plus vite que Red Bull, la Ferrari. C'est un fait. La McLaren ce matin est allée très vite, c'est pourquoi je dis de ne pas la sous-estimer. Dans les FP2, elle a eu un peu plus de mal et on voit qu'en vitesse de pointe, elle va un peu moins vite que les adversaires. Mais pas au point de dire « Ok, les autres peuvent en profiter ». Cela dit, revoyons ensemble encore le classement des FP2. Puis je vous montre aussi celui des FP1 pour le voir ensemble rapidement. 41.02 de Hamilton devant A0, A0, 0.74 derrière Leclerc, et puis les autres sont distancés de 0.4 Russell, 0.4 Kimi, 0.5 Berman, presque 0.6, 0.6 Verstappen. En somme, les écarts sont très larges, signe que la Ferrari va fort. Elle a bien marché dans ses essais libres, mais les autres se sont beaucoup cachés. Donc attention à prendre ces temps avec des pincettes dans le sens où la Ferrari, selon moi, a fait un bon début de week-end et est très prometteuse aussi en vue de la course de dimanche. Selon moi, la Ferrari peut faire de bonnes qualifications demain et confirmer le résultat dimanche. L'objectif évidemment maintenant est la pole position parce que la Ferrari a montré qu'elle est carte en main pour le faire. Dans les simulations faites à Maranello, il y avait des résultats, il y avait des données positives. C'est ce qu'a dit aussi Hamilton lui-même, et donc cela se voit aussi en piste. Et Hamilton a souligné une bonne qualité de la SF25, c'est le grip mécanique à l'arrière. En effet, quel est le plus grand défaut qu'on ne peut pas voir à Bakou de la Ferrari? C'est le sous-virage chronique. Dans ces virages où il faut donner plus d'un pu de direction, c'est là que la Ferrari souffre et par hasard ou non à Bakou, il n'y a pas ce genre de virage. Il n'y a pas ce genre de virage parce que ce sont tous des virages à simple impu de direction. Premier secteur, ce sont tous des virages à 90 degrés. Deuxième secteur aussi, ce sont tous des virages très serrés comme angle. Dans le dernier secteur, pareil. En effet, la Ferrari, si on veut, a un peu plus de mal dans ces virages où il faut tourner plus le volant. C'est là que Ferrari a du mal. Cela dit, je crois avoir tout dit sur, eh bien, ce qu'il y avait à dire. Je vous montre aussi ce graphique ici. Attendez un instant. En fait, oui, celui-ci, bon, nous l'avons déjà vu avant à la fin sur les temps autour. Je dois dire que nous avons vu. Voilà, c'est un autre graphique des long runs. En effet, Piastri gomme soft, Verstappen gomme soft, Leclerc soft, Hamilton medium, Russell soft, Antonelli soft. On voit qu'il y a très peu de tours du rythme de course. Ils ne sont même pas indicatifs. On voit que Piastri a tourné très fort, il faut le dire, et surtout dans le premier tour, puis il a ralenti le rythme, mais Ferrari est allé aussi très fort. Même plus que Piastri, donc c'est rassurant. Il faut dire que la McLaren s'est cachée ouvertement et il sera intéressant de voir où se trouve la Red Bull par rapport aussi à la Mercedes. En ce moment, il semble que McLaren et Ferrari fassent un autre sport là-devant et puis on voit Red Bull et puis Mercedes ou peut-être même Mercedes devant. Cela pourrait être. Cela dépend un peu de Max aussi. Et sinon, ils se disputeront. Cela dépendra aussi évidemment des essais libres 3. Comment ils se passeront? Alors, qu'avons-nous compris de ces sessions? Le pneu C6, pneu trop tendre pour Bakou et probablement sera écarté par beaucoup d'équipes. Donc attention à cela. Stratégie 1 à 2 arrêts, probablement un arrêt, mais toutes les équipes gardent un train de pneus soft parce que la voiture de sécurité sortira sûrement à Bakou. Donc nous ne devons pas exclure cette possibilité. Et attention évidemment au rythme de course, à la surchauffe des pneus arrière, tous ces facteurs qui ensuite influencent. Si je dois me mouiller aujourd'hui, je vous dis que Leclerc peut faire la pole, peut encore faire la pole, donc je mise sur la pole de Leclerc et je vous dis que derrière probablement peuvent arriver Hamilton et les McLaren. Les McLaren peuvent aussi faire la pole, c'est sûr, donc attention sûrement à Piastri, plus qu'à Norris qui a eu quelques problèmes. Norris, en termes de vitesse, il est là, mais il continue à commettre de petites erreurs et à Bakou, elle pèse beaucoup. Cela dit, la pole se joue entre Ferrari et McLaren.
Dites-moi votre opinion dans les commentaires, je suis curieux de lire et de répondre à tout le monde. Évidemment, dites-moi votre pronostic, dites-moi comment vous avez vu ces essais libres, comment vous voyez cette Ferrari ce week-end qui semble aller fort. Bakou, comme nous l'avons dit aussi cette semaine, est un circuit ami de Ferrari, donc s'il y a un bon résultat à ramener à la maison, même pour le championnat des constructeurs, je vous montre rapidement le classement. Juste pour rappel, 20 points de différence entre Ferrari et Mercedes. Voilà, s'il y a un circuit où il faut ramener des points, c'est Bakou, ça c'est sûr. Russell n'est pas à 100%. Kimi a un peu plus de mal en ce moment, donc si Ferrari parvient à ramener un podium avec les deux pilotes, c'est un butin important pour le championnat des constructeurs. Et attention pour celui des pilotes, parce que Piastri pourrait prendre de l'avance. Ok, cela dit, j'ai tout analysé il me semble, et donc nous verrons un peu comment ça se passera aussi dans les prochains essais libres que nous analyserons demain. Essais libres 3 et les qualifications. Ici de Rasta, c'est tout les gars. Je vous rappelle évidemment toujours de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1, sur le thème de Ferrari. Like si vous aimez les vidéos et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des sessions d'essais libres que nous avons vues. Ici de la Rasa, c'est tout, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!